Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bernard Fourcade et je suis le rédacteur en chef de Géochronique. Avant l'intervention de Jérémy Metton, je vais vous présenter notre magazine Géochronique brièvement. Alors, Géochronique est un magazine de géosciences en langue française qui est coédité par la Société géologique de France, que vous voyez en image derrière moi, et le BRGM. Et c'est un magazine qui existe depuis 1982. Nous avons 4 parutions par an, donc c'est une parution trimestrielle, en version papier et en version électronique, en mars, en juin, septembre et décembre. Chaque, géo... Chaque géochronique est organisée toujours de la même manière. Alors, autour d'un dossier scientifique qui constitue le cœur du magazine, comme le dossier lithium dont va parler Jérémy dans un instant, nous avons plusieurs rubriques. La première rubrique, ce sont des actualités sous forme de brèves en général, qui permettent d'informer nos lecteurs sur quelques avancées scientifiques récentes ou quelques événements susceptibles d'intéresser notre communauté. D'ailleurs, cette rubrique actualité vous est ouverte pour nous soumettre vos actualités. Ensuite, nous avons une rubrique hommage à nos confrères récemment disparus, une notice nécrologique. Nous avons ensuite une rubrique géopatrimoine dans laquelle nous donnons chaque trimestre la parole à un acteur de ce domaine, un acteur régional du géopatrimoine. Nous avons ensuite une rubrique que nous appelons Regard sur, et dans laquelle un sujet scientifique différent de celui du dossier est brièvement abordé, comme par exemple dans le numéro de décembre qui contenait le dossier lithium, nous avions un regard sur les marbres de la série du Chavalon. Ensuite, nous avons le dossier, donc comme la route de lithium. À chaque fois, nous avons aussi une réalité terrain qui fait partie du dossier, où nous vous proposons un parcours terrain donc, autour du thème développé. Et enfin, nous avons des analyses d'ouvrages sur les ouvrages récemment reçus à la bibliothèque de la Société géologique de France. Alors, le numéro 156 sur le lithium dont nous allons parler dans un instant est paru en décembre 2020, mais je mentionnerai aussi que nous avons sorti à la même date, en décembre, notre premier numéro hors série qui était consacré au programme des lycées. En mars 2021, vous allez prochainement recevoir le numéro 157. Alors peut-être que vous l'avez déjà reçu en version électronique, vous ne l'avez peut-être pas encore reçu en version papier. Le numéro 157 du mois de mars est dédié aux dunes et il a été coordonné par Brigitte Sénu du Muséum naturel d'histoire naturelle. En juin, notre numéro 158 sera consacré à la géologie du sultanat d'Oman et coordonné par Philippe Razin et Karine Grelot de l'NCGID à Bordeaux. L'NCGID, c'est l'École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable, donc à Bordeaux. En septembre, notre numéro donc 159 sera consacré à l'antimoine, coordonné par Vincent Thierry de l'Institut Mines Paritech de l'île d'Ouy. Donc voilà brièvement ce qu'est notre magazine chronique. Je laisse maintenant la parole à Jérémy Melton. Alors Jérémy, qui a été coordonnateur du dossier La route du lithium, est ingénieur géologue et correspondant recherche publique à la direction des géoressources du BRGM. Il est aussi rédacteur en chef adjoint de la revue Géochronique. Voilà Jérémy, je te laisse la parole. Merci Bernard. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous faire une intervention qui aura pour vocation à vous donner un aperçu du contenu donc, de ce dossier géochronique que j'ai coordonné et donc qui portait sur le lithium. Pourquoi s'intéresser au lithium? Alors, au-delà en fait, de la thématique des ressources minérales, à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler du lithium, notamment pour son utilisation dans les technologies qui sont portées par la transition énergétique et notamment tout ce qui concerne les technologies de stockage de l'énergie, c'est-à-dire les batteries.
Donc, c'est un métal qui a un intérêt économique indéniable, qui fait beaucoup parler de lui à l'heure actuelle. Et pour vous montrer, pour illustrer cela, donc, voici un extrait d'une des figures qui est présentée dans l'article qui traite de l'économie du lithium au sein du dossier, et donc qui montre un peu l'évolution de la consommation totale du lithium. En 2008, on était sur une consommation qui était de l'ordre de 20 000 tonnes. Et en 2019, on avait pratiquement multiplié par 2,5 cette consommation totale avec quasiment 50 000 tonnes qui étaient consommées. Et puis, vous voyez, au sein des usages, la part des batteries est passée de 20% à 56%. Donc, c'est très largement l'utilisation du lithium dans les batteries qui a porté cette très forte augmentation de la consommation en lithium sur la dernière décennie. Alors, dans la première partie du dossier, bien sûr, on commence par présenter quelques généralités, et notamment sur les aspects géochimiques et minéralogiques sur le lithium. Alors, le lithium, c'est un nom qui provient du grec lithos, donc pour souligner sa différence en tant que métal alcalin, qui a été mis en évidence à partir d'un minéral, la pétalite, plutôt que de végétaux, ce qui était le cas donc, au début du XIXe siècle, lorsque le lithium a été mis en évidence par Adverson. Donc, c'est un élément qui présente deux isotopes stables, le lithium 6 et le lithium 7, avec une différence en termes de proportion connue qui est très marquée, puisqu'on a près de 92% d'isotopes lourds qui est présent, qui est plus présent, enfin, la proportion de lithium d'isotopes lourds donc, représente plus de 90%. On verra plus tard que ces isotopes stables aussi ont une importance actuellement pour l'actualité du lithium dans les géosciences. Alors, c'est un élément qui a une origine qui est lointaine, donc qui s'est formé, ça fait partie des 3 éléments qui ont été formés au cours du Big Bang, mais par contre, c'est un des moins abondants de l'univers. Alors, au niveau de la formation, c'est un des éléments qui est formé par spalliation, c'est-à-dire l'interaction entre la haute atmosphère et l'interaction cosmique. Et si on regarde du coup sa répartition dans les compartiments géologiques, elle est très variable. Au niveau des roches mantéliques, on a des teneurs qui sont très faibles, de l'ordre de quelques ppm. Et puis, si on regarde au niveau de la croûte continentale, on est un petit peu plus riche avec des concentrations qui peuvent atteindre grosso modo les 20 ppm et des concentrations un peu plus importantes si on s'intéresse seulement à la croûte continentale supérieure. Si on regarde la concentration moyenne dans les granites, on est aussi dans des concentrations qui sont de l'ordre de 30 ppm, mais cela ne reflète pas la diversité puisqu'on a des granites qui peuvent facilement atteindre la centaine de ppm et dans certains cas, plusieurs milliers de ppm, et j'aborderai ces granites particuliers un peu plus tard au cours de cette présentation. Si on s'intéresse aux roches sédimentaires, eh bien, les sédiments marins argileux sont les roches sédimentaires qui vont présenter, parmi les roches sédimentaires les plus classiques, c'est celles qui vont présenter les teneurs les plus importantes, avec des teneurs donc, qui sont de l'ordre de 60 à 80 parties par million. Au niveau de la minéralogie du lithium, alors ici on a un tableau sur la gauche de cette présentation qui vous montre donc les principales espèces minérales qui contiennent du lithium. On voit tout de suite que celles qui contiennent le plus de lithium au sein de leur structure sont des minéraux appartenant au groupe des phosphates. Ensuite, on va trouver divers types de silicates qui vont présenter du lithium, et en particulier les phyllosilicates. Alors, on a un minéral qui est particulièrement connu au niveau du lithium, c'est le spodumène, puisque c'est un des principaux minéraux qui constituent les minerais lithinifères, notamment pour tout ce qui est gisement de roches dures. Donc, vous avez une photo sur la droite qui vous montre un bloc de pegmatite à spodumène, donc qui provient du Portugal. Et le spodumène, c'est ce minéral blanc avec un habitus très allongé qu'on voit au centre de la photo. Alors, le spodumène, il a aussi une variété gemme, la kunzite, qui est assez recherchée. Et ça, c'est la photo qui est en dessous. Et parmi les variétés de minéraux gemmes lithinifères qui sont assez connues, on notera aussi l'elbaïte, qui est une tourmaline qui est assez recherchée. Alors, je vous ai parlé de la composition isotopique du lithium très rapidement.
En fait, les développements analytiques de ces dernières années ont permis de mieux en mieux caractériser les compositions isotopiques en lithium de ces différents médias. Et du coup, en fait, on observe une explosion des applications donc, qui sont basées sur l'utilisation de cet outil. Et c'est notamment un outil qui est très utilisé pour étudier l'altération des roches silicatées, quand on s'intéresse à des phénomènes plutôt supergènes. Et c'est aussi un outil qui est de plus en plus utilisé pour tracer des durées de phénomènes géologiques, notamment pour des processus géologiques à très haute température, que ce soit des phénomènes qui sont magmatiques ou des phénomènes métamorphiques. Alors, je vous présente ici une figure, donc j'ai oublié de le dire, ces aspects développement, utilisation, outils isotopiques est un article à part au sein du dossier, donc qui présente un peu des exemples de ces utilisations qu'on trouve très fréquemment dans la littérature scientifique actuellement. Au niveau de la métallogénie du lithium, alors le lithium, c'est un minéral qui a un comportement spécifique sur deux aspects. En premier lieu, il a un très fort contrôle par la solubilité. Notamment donc, dans tout ce qui va être interaction fluide et roche, on va avoir un contrôle très fort et ça va permettre des enrichissements en lithium. Alors, c'est tout un type de gisement litinifère et vous avez par exemple, dans ce cas, les saumures litinifères. Des saumures litinifères, le premier exemple qui viendra à l'esprit, ce sont les gisements connus dans les salars andins, donc dans le triangle du lithium, entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Donc dans des bassins endoréiques qui sont soumis à des climats très fortement arides. Et donc, divers processus, divers paramètres peuvent permettre un enrichissement en lithium significatif des saumures qu'on va retrouver dans ces salars et donc qui font l'objet d'exploitation pour la production de lithium. Et c'est à l'heure actuelle une des principales sources, à plus de 50% du lithium consommé. Alors, il y a différents modèles pour expliquer l'origine de ces fortes concentrations. Je n'en dirai pas plus, mais donc c'est un aspect qui est assez bien développé dans le dossier. Un deuxième grand type donc, de minéralisation litinifère qui sont contrôlés par ces aspects de solubilité, c'est tout ce qui va être en lien avec la fixation sur des argiles. Donc, les argiles qui vont précipiter à partir d'eau enrichie, qui sont issues donc, du lessivage de lithium qui va être contenu dans des roches volcaniques ou de lithium qui sera transporté par des fluides hydrothermaux. Donc là encore, il y a des projets à l'heure actuelle qui s'intéressent à la valorisation des ressources en lithium qui sont présentes dans ces argiles litinifères. Je reviendrai sur un cas particulier qu'on connaît en Europe un peu plus tard. Et puis, il y a un dernier grand type de minéralisation litinifère qui, là, sont en lien avec la propriété du lithium dans les processus magmatiques, c'est-à-dire que c'est un minéral qui est très fortement incompatible. Il a plutôt tendance à privilégier les phases fluides plutôt que les minéraux au cours de la cristallisation, ce qui fait qu'on va le retrouver dans des stades très fractionnés du magmatisme peralumineux, mais de plus en plus, on travaille sur des modèles alternatifs aussi de fusion partielle à partir de sources qui seraient particulièrement riches, puisque je vous l'ai dit, on connaît des formations sédimentaires avec des argiles qui sont déjà riches en lithium. Donc ça, c'est une deuxième génération, une deuxième grande famille de minéralisation à lithium qui sont constituées par les granites et pegmatites à métaux rares. Et donc, dans certains cas, on peut avoir aussi la formation de Greysen, c'est-à-dire l'altération d'un granit par des fluides hydrothermaux tardis magmatiques qui peuvent aussi concentrer du lithium. Et donc, les pegmatites qui constituent à l'heure actuelle des cibles économiques assez recherchées, notamment tout ce qui est pegmatite à spodumène, le minéral que je vous ai cité précédemment. Donc, tous ces grands types de minéralisation sont présentés avec un plus grand niveau de détail dans le dossier. Et puis, donc, on s'attarde aussi dans le dossier, dans un article, sur une nouvelle source d'approvisionnement qui est constituée par une ressource qu'on dirait comme non conventionnelle, qui est constituée par les saumures géothermales. C'est vraisemblablement des aspects dont vous avez entendu parler si vous êtes intéressé un petit peu à cette thématique du lithium. Ces dernières années, il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'on avait des concentrations en lithium qui pouvaient être importantes dans les saumures géothermales. Alors ici, je vous présente une carte qui est issue du projet européen EGELI, qui visait à caractériser au niveau européen un petit peu, mettre en avant les données disponibles, et notamment sur des concentrations en lithium qui ont été mises en évidence dans des forages géothermiques, pétroliers ou miniers. Et vous voyez que donc,
on a sur un certain nombre de sites, et notamment en Europe, en France, on a des sites qui présentent des concentrations qui sont relativement importantes dans ces saumures géothermales. Et on pourra citer par exemple la zone, le fossé rhénan, comme une des cibles particulièrement attractives pour cette valorisation du lithium des saumures géothermales. Alors, dans la deuxième partie du dossier géochronique, on s'intéresse, on présente les aspects économiques et les perspectives, et notamment aussi certains aspects sur la production. Alors, au niveau de l'économie, le lithium montre un certain paradoxe. Je vous ai dit qu'il y avait une très forte demande, qui était en très forte augmentation donc, depuis les années 2000. Alors, si on regarde l'évolution des prix, c'est le graphique ici sur la gauche, on voit cette augmentation des prix avec, entre 2010 et 2018, des prix qui ont pratiquement été multipliés par 4 à 4,5. Alors que depuis 2018, on voit une très nette baisse des prix du lithium au niveau mondial. Cela est en fait dû à une adaptation, à une évolution des capacités de production qui ont amené pendant une certaine période à une surproduction et un surstock sur les marchés. Cela n'empêche pas, à l'heure actuelle, un grand nombre de projets en cours d'études, et notamment à des stades relativement avancés d'exploration. Alors, vous avez sur la droite des cartes qui vous montrent au niveau mondial, et puis un zoom sur l'Europe. Vous pouvez voir donc différents types de projets qui vont s'intéresser aussi bien à des gisements de roches dures, notamment les pegmatites. C'est tout ce qui sont les cercles rouges. Au centre de l'Europe, on peut voir le massif de l'Erzgebirge qui constitue des cibles d'intérêt, notamment pour des gisements de type Greisen. On a un projet qui s'intéresse aux saumures dans le sud de l'Allemagne. Et puis, vous voyez que ces projets saumures sont bien sûr très présents dans le triangle du lithium que j'ai mentionné tout à l'heure, mais on en retrouve aussi en Amérique du Nord. Et puis, donc, je vous ai mentionné tout à l'heure un gisement un peu particulier, qui est le gisement de Jadar, qui est en cours de développement en Serbie, et qui est un gisement d'origine sédimentaire, donc d'argile litinifère un peu particulière qui sont constituées d'un minéral qu'on trouve qu'à cet endroit-là qui s'appelle la jadarite. C'est un projet qui est en cours de développement et qui devrait a priori voir le début de sa production en 2025. Ensuite, une partie du dossier est consacrée donc à décrire quelques grands procédés minéralurgiques pour la production, pour la valorisation de ces ressources de lithium. Donc, cela est fortement, bien sûr, dépendant des caractéristiques du gisement exploité, que ce soit l'extraction du lithium à partir des saumures. Alors, vous avez ici un exemple des grands bassins d'évaporation qu'on va trouver notamment dans le désert d'Atacama pour produire du lithium à partir de ces saumures. Et puis, vous avez des exemples et une présentation aussi de différents procédés pour permettre l'extraction à partir de concentrés de minéraux tels que le spodumène, comme je vous l'ai présenté en début de mon intervention. Alors, la production, à l'heure actuelle, le produit marchand pour le lithium, c'est le carbonate de lithium. Et puis, de plus en plus, c'est l'hydroxyde de lithium qu'on cherche à produire parce qu'il a une plus forte valeur ajoutée. Ensuite, il y a une partie du dossier donc, qui est consacrée à présenter les minéralisations litinifères qu'on connaît en France. Il y a de nombreux indices qui sont connus. Alors, vous avez un aperçu sur la carte qui figure ici sur cette diapositive. Et donc, on connaît principalement associés à des objets magmatiques, que ce soit des pegmatites, des granites ou des greisen. Et donc, vous avez sur la droite un exemple peut-être le plus fameux de minéralisation litinifère, qui est le granit de Beauvoir, un granit améthorare qui s'est mis en place à la fin de l'orogénèse varisque, dans le nord du Massif central, dans l'Allier. Vous avez une vue de la carrière, qui est une minéralisation qui est exploitée à l'heure actuelle pour le kaolin par la société Imerys, et donc dans lequel on trouve des concentrations en lithium qui sont de l'ordre de plusieurs milliers de ppm. Donc Bernard vous l'a dit tout à l'heure, depuis quelques années, pour chaque numéro de Géochronique, on essaye d'avoir une excursion de terrain qui illustre le thème du dossier. Et donc pour ce numéro consacré au lithium, on a choisi une excursion, on propose une excursion donc, qui se trouve dans le Finistère, en Pays Bigoudin,
avec donc une minérisation à métaux rares qui est constituée par le granit à métaux rares de Tréguenec, donc qui est localisé sur la carte ici, on le voit à côté du lieu-dit de Prades-Astel, donc qui est un granit à métaux rares qui affleure dans une carrière à ciel ouvert, dont vous avez une photo à côté de la carte. Et puis donc, on peut y observer différents faciès associés à la mise en place de ce granit à métaux rares qui est très déformé. On peut le voir un petit peu sur la photo en bas avec une fabrique milonitique bien visible. Et puis donc, la deuxième partie de cette excursion vous propose d'aller voir des pegmatites à métaux rares qu'on trouve sur l'estran, qui se mettent en place au sein du granit de Pont-l'Abbé. Et donc, c'est toute cette zone entre le Guilvinec et l'Octudie, avec plusieurs pegmatites très nombreuses, dans lesquelles on peut trouver du béryl, voire des mica litinifères qui sont appelés la lépidolite. Voilà, donc c'était un bref aperçu de ce dossier. Je vous remercie de votre attention et puis je tiens à remercier bien sûr chaleureusement tous les contributeurs de ce dossier. Et bien sûr, l'ensemble du comité de rédaction de Géochronique, sans qui on n'aurait vraisemblablement pas la possibilité de vous offrir des numéros de la qualité actuelle. Donc, je reste bien sûr disponible pour quelques échanges. Voilà, et merci pour votre attention. Alors, Jérémy, je ne sais pas si tu as accès à la discussion, là, sur le côté. Je vais la chercher, justement. Alors, il y a Isabelle Lenir qui te demande rien dans les Pyrénées, mais c'était par rapport à une des cartes que tu as présentées tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si elle voulait préciser sa question ou pas. Et puis, il y en a une qui vient d'arriver de Monsieur Alexandre, je n'ai pas le nom complet, excusez-moi. S'il y a des risques industriels liés à l'extraction du lithium et à sa conversion. Le caractère limité des ressources en lithium le disqualifie-t-il en tant que ressource durable? Alors, effectivement, alors les risques industriels liés à l'extraction du lithium, comme toute activité minière, et comme tout grand projet industriel, il y a une part de risque. Alors, on peut, à ma connaissance, on n'a pas vraiment de risque propre au lithium. Il y a très peu de connaissances en fait sur l'implication du lithium dans les cycles biologiques, donc déjà en tant que tel, en tant que polluant, bien qu'il y ait de plus en plus d'études qui commencent à s'intéresser à cette question, parce que justement, on sait qu'avec le très fort développement de projets miniers, il pourrait y avoir des problématiques. Donc à l'heure actuelle, très peu de données, mais a priori, pas d'impact réel connu. Au niveau de l'extraction du lithium, on peut parler plutôt de problématiques de conflits, notamment des conflits d'usage autour de l'eau. C'est un des problèmes prégnants à l'heure actuelle dans les exploitations des salars, qui font appel à beaucoup de ressources hydriques, et donc pour lequel, dans des zones très arides comme ce plateau andin, on peut avoir des problématiques de partage des ressources entre les populations locales et la production minière. Au niveau de cette question sur le caractère limité des ressources en lithium, alors, bien sûr, c'est comme toute substance qu'on va exploiter à partir du sous-sol, ça peut être considéré comme une ressource non durable. Par contre, on a très peu de ressources, on n'a pas très peu de recul sur ce que représentent les ressources associées aux systèmes géothermaux. Et dans ce cas-là, la durabilité d'exploitation va dépendre de la durabilité du système. Et ça, pour l'instant, je pense que c'est des choses qu'on appréhende encore que très partiellement. Alors, il y a une autre question. Je ne sais pas si tu les vois ou si tu veux que je te les lise, Jérémy. Alors, de Patrice Christman, qui te félicite pour ton exposé et qui te demande comment vois-tu l'équilibre offre-demande au cours de la prochaine décennie? Alors c'est une excellente question, puis je reconnais bien là les thématiques d'intérêt de Patrice. Alors effectivement, Patrice me connaît, je suis en premier lieu géologue avant de m'intéresser plus particulièrement à l'économie.
Donc, j'interrogerai peut-être plus spécifiquement mes collègues économistes pour avoir une réponse par rapport à ça. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un très grand nombre de projets. Alors, bien sûr, on est comme la plupart des métaux dans un contexte où, vu qu'une grande partie de la transformation est contrôlée par l'industrie chinoise, on sait très bien que c'est eux qui vont tenir un petit peu le robinet sur la disponibilité de cet élément-là, en grande partie. Par contre, on a une grande différence, c'est qu'on a une très forte disponibilité de ressources, parce que je vous ai montré qu'on a des ressources qui sont présentes sur tous les continents. On a des choses qu'on peut exploiter au niveau européen. Et au niveau de l'équilibre, tout va dépendre en fait de quelle va être la durabilité des perspectives en fait des usages de ces batteries au lithium dans l'avenir, puisqu'on entend de plus en plus parler aussi de l'arrivée d'autres choix technologiques, notamment pour la mobilité. Il y a l'hydrogène qui commence à être de plus en plus évoqué dans le mix énergétique futur. Donc ça va impacter la demande en grande partie. Bon, je n'ai pas forcément de réponse et de boule de cristal pour répondre à cette demande d'évolution de l'offre et de la demande pour la prochaine décennie. Ce qui est certain, c'est qu'on a les ressources pour répondre à la demande. Est-ce que tu pourrais juste mettre fin à ton diaporama parce que là, c'est une toute petite miniature sur la retransmission. Ok, hop, voilà. Voilà. Je n'ai pas répondu à la question sur les Pyrénées. Alors effectivement, sur les Pyrénées, on a très peu de minéralisation litinifère à proprement parler. On a quelques pegmatites qui sont connus, mais effectivement pas de minéralisation avec un potentiel économique vraiment appréhendable, je dirais. Il y a encore des questions qui arrivent. De Elisa Mallet. A-t-on trouvé des solutions pour le recyclage des batteries au lithium en fin de vie? Alors, sur cet aspect production secondaire, j'aurais peur de dire vraiment des bêtises, donc je ne vais pas trop m'avancer. C'est un aspect qu'on aurait voulu évoquer dans le dossier, puis bon, par manque de temps et de place, on ne l'a pas traité, c'est vrai. On pourra le faire dans un numéro futur de Géochronique sur un article traitant spécifiquement de cet aspect-là. Le recyclage des batteries au lithium, à l'heure actuelle, comme beaucoup de technologies qui ont émergé ces dernières décennies, ça fait partie des sujets sur lesquels de nombreuses équipes planchent pour justement valoriser au maximum cette ressource secondaire. Alors, on avait une question similaire, effectivement, de Mathieu Gauthier sur les chiffres éventuels des recyclages possibles du lithium. Oui, voilà encore, oui. J'ai pas forcément beaucoup de réponses. C'est un marché, c'est une disponibilité de ressources secondaires qui est relativement émergente, puisque en fait, les usages sont relativement récents. Et donc, quoi qu'il en soit, si on compte un petit peu la durée de vie des objets qui sont utilisés, c'est des choses qui vont vraiment commencer à arriver dans la décennie qui vient en termes de ressources secondaires. Mais il y a effectivement déjà des travaux pour développer les procédés de recyclage. Alors, une question assez précise en géologie. Parmi les modèles de pegmatite, lequel s'applique aux pegmatites LCT de Greenbush en Australie? Alors, là, on est sur un cas un petit peu particulier. Effectivement, alors moi, je connais relativement bien les pegmatites qu'on trouve récentes, on va dire, entre guillemets, les pegmatites varisques, donc qui ont un peu plus de 300 millions d'années. Les pegmatites de Greenbushes, c'est des pegmatites qui sont beaucoup plus anciennes. Elles se sont mises en place à l'Archéen, donc il y a plus de 2,5 milliards d'années, dans un régime tectonique et thermique au niveau de la Terre qui était complètement différent. Donc, c'est assez particulier. C'est des objets magmatiques qui sont très gros, en fait. C'est des pegmatites qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Donc, en termes de processus, je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais il y a deux grands types de modèles qui s'affrontent pour la genèse de ces pegmatites à métaux rares, donc à lithium. Il y a un modèle qui est lié en fait au processus de cristallisation fractionnée, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place un premier batholithe granitique qui va commencer à cristalliser et on va concentrer tous ces éléments
incompatibles dans les derniers liquides et donc qui peuvent être éventuellement remobilisés et qui vont former donc ces pegmatites riches en lithium et puis d'autres éléments d'intérêt. Ça, c'est le premier modèle. La problématique, c'est que ce modèle, il sous-entendrait qu'on ait un petit peu des voies du milieu, c'est-à-dire qu'on trouve des pegmatites qui soient plus ou moins un peu moins évoluées, et puis qu'on trouve aussi des systèmes dans lesquels on a un système gelé, c'est-à-dire qu'on a le réservoir magmatique qui a cristallisé, et puis donc avec une tranche superficielle, ces niveaux de liquide très enrichis. On ne connaît pas ces objets-là. Et puis, il y a des zones où on trouve des pegmatites enrichis à métaux rares dans lesquels on ne trouve pas de granit. Donc, ce qui emmène en fait certaines équipes à travailler sur un autre modèle de genèse qui est de plus en plus étayé à l'heure actuelle et qui serait plutôt donc, un modèle direct issu de la fusion partielle. Je vous l'ai dit, le lithium, c'est un élément qui a tendance à être concentré dans certaines phases argileuses au cours de l'altération. Notamment dans les contextes supergènes d'altération des roches silicatées, on peut concentrer du lithium dans les argiles. Et puis, on connaît des roches, des altérations qui peuvent montrer des fortes concentrations en lithium. C'est le cas notamment des bauxites. Et donc, dans les métabauxites, on trouve aussi des très fortes concentrations en lithium. On les trouve dans le storotite, par exemple. Et donc, c'est une question qui est encore ouverte, mais on pourrait envisager éventuellement que la fusion partielle de ces niveaux-là puisse être à l'origine de magma granitique très riche en lithium. Voilà. Donc, spécifiquement sur ces pegmatites australiennes du Greenbushes, je n'ai pas forcément de réponse. Mais voilà, des éléments de réponse sur ces modèles qui n'est pas encore clairement établi et sur lequel il y a de nombreuses équipes de scientifiques qui travaillent pour essayer de clarifier un peu les choses. Alors, j'ai une dernière question de M. Guillermo Donchil qui dit que dans votre excellent exposé, par ailleurs, merci, vous ne mentionnez pas l'obtention directe de l'hydroxyde sans passer par le carbonate. Pourquoi? Alors, effectivement, alors là, on touche, c'est vrai, à une lacune. Je ne suis pas un ingénieur procédé donc, pour le traitement minéralurgique, donc je ne connais pas, je connais pas tous les procédés. Ce qui est le plus souvent mentionné, c'est le passage d'un carbonate de lithium vers l'hydroxyde, parce qu'en général, c'est ce qui est le plus, voilà, c'est ce qui est fait le plus couramment. Donc, il y a peut-être effectivement un procédé pour y arriver directement. Je pense que de toute façon, les équipes travaillent en effet pour développer aussi ce type de procédé qui permet de gagner quelques étapes. Alors, je vois une autre question qui s'est affichée. Oui, alors effectivement, on va les lire parce que sur la diffusion Facebook, on les voit pas. Donc, c'est bien de les relire, effectivement, les questions. Alors, existe-t-il une récupération du lithium dans le domaine géothermique, notamment le fossé rhénan, par exemple? Alors, il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet industriel actif pour la récupération du lithium dans des saumures géothermales. Par contre, je pense qu'il y a des équipes qui travaillent à développer des pilotes. Et c'est vraisemblablement quelque chose qui devrait être opérationnel dans les années qui viennent. Je n'ai plus de questions. Je viens de redemander s'il y avait encore une dernière question, peut-être. Alors, de Jackie Roussel. Je te la laisse la lire, Jérémy. Alors, pour l'origine, donc question de Jackie Roussel, pour l'origine du lithium, processus de formation dans Big Bang, aussi produit par spallation en milieu interstellaire. Dans le dossier, il est précisé seulement atmosphère. Alors là, c'est pareil, j'aurais peur de dire une bêtise. De façon certaine, au niveau atmosphérique, oui, on produit du lithium par spallation. Ce qui est certain aussi, donc, c'est que le lithium, il y a une partie du lithium, mais qui est quand même une partie peu importante du budget global de lithium qui a été produite au cours du Big Bang. Au cœur des étoiles, c'est un métal qui a tendance à être détruit, qui est détruit au cœur des étoiles. Ce qui fait qu'il n'y a que quelques étoiles géantes qui produisent du lithium. Après, là, c'est pareil, sur ces aspects astrophysiques, je ne suis pas suffisamment calé pour répondre de manière plus précise.
Effectivement, je vois un commentaire de Bernard et que je vais relayer. Donc, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traités dans le cadre d'un dossier, eh ben, n'hésitez pas à en faire part au comité de rédaction. Voilà, bien sûr, l'idée, c'est on est ouvert à toute nouvelle proposition. Alors, pour joindre le comité de rédaction, par mail, hein, géochronique, sans accent évidemment, @geosoc.fr. Donc, une dernière question sur pensez-vous mettre votre diaporama en disponibilité? Alors, bien sûr, déjà la présentation, je pense que Sébastien peut vous donner plus d'indications, mais elle sera disponible. Oui, bien sûr. Là, pour l'instant, de toute façon, ça a été enregistré. Donc, on va rediffuser sur la chaîne YouTube de la SGF assez rapidement. Et puis, la présentation, on peut la mettre accessible à télécharger si tu nous le permets. Alors, il y a des commentaires qui continuent à arriver. Donc, d'un côté, oui, une formule à renouveler. Alors, effectivement, là, je vais prendre ma casquette de vice-président à l'animation scientifique et technique de la Société géologique de France. Et je vois que François Baudin, son président, souligne. Effectivement, j'espère que cette intervention sera le début d'une longue série. C'est un format qui est relativement léger. Alors, on essaiera de mettre ça en place pour vous présenter les publications de la Société géologique. Et puis, pourquoi pas aussi des présentations des adhérents sur des sujets sur lesquels ils travaillent. Voilà, donc on va essayer de travailler pour mettre en place ce système de présentation. Alors, je vois aussi donc deux commentaires. Un commentaire, alors en Europe, en fait, en 2019, la production du lithium pour les batteries semble pas importante, mis à part pour le Portugal. Effectivement, alors même en allant sur les données de 2020, on a une production qui émerge en Europe, mais qui est vraiment très peu significative par rapport à la production mondiale. Donc, des projets qui commencent à se mettre en route au Portugal, Finlande. Il y a des petites productions aussi en Allemagne. Voilà, c'est les choses qui démarrent. En Autriche aussi, sur des pegmatites. C'est des productions qui démarrent. Donc après, je vois qu'il y a un autre commentaire de Patrice Chrisman, qui fait partie un peu des grands sachants français sur cette problématique du lithium. Donc, il nous amène une suggestion qui est intéressante. Donc, pour le recyclage, c'est de regarder l'étude sur les métaux critiques qui a été publiée par la Commission européenne en 2020. C'est vrai que le lithium je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais le lithium est entré dans la liste des métaux critiques pour l'économie européenne. Donc, c'est une liste qui est réévaluée périodiquement par la Commission européenne. Donc, cela souligne l'importance du lithium pour l'économie européenne, notamment dans cette perspective du développement de l'électromobilité. Alors, une question de Nicolas Tribault-Villard. Des projets liés à l'Airbus des batteries. Alors, à ma connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément un lien très marqué entre les projets industriels qui auraient lieu pour l'extraction du lithium au niveau européen et pour l'approvisionnement de ce qui pourrait être cet Airbus des batteries. Et puis, je ne connais pas assez les tenants et aboutissants là pour m'étendre beaucoup sur le sujet. Voilà, a priori, on a fait le tour des questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Encore une fois, j'espère que c'est le début d'une longue série. Et donc, encore une fois, je renouvelle mes remerciements au comité de rédaction pour leur travail, autour de Géochronique. C'est un travail qui est considérable et qui permet en fait d'avoir cette revue que j'estime. Je ne suis pas forcément très objectif, mais parce que j'y participe. Mais voilà, c'est une revue de qualité. On a des bons auteurs aussi, donc on remercie les auteurs qui régulièrement nous font ces propositions d'articles. Et j'en profite du coup pour remercier une nouvelle fois les co-auteurs de ce dossier, donc qui ont participé à essayer de donner cette vue exhaustive sur le lithium. Merci à vous tous et donc je vous souhaite une bonne après-midi. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien entendu, ce numéro-là est en vente
auprès de la SGF. Hein. Voilà. Vous pouvez le commander en format papier ou en format numérique directement sur la boutique de la SGF, geostock.fr. Vous allez complètement à droite dans la boutique en ligne et vous pouvez effectivement vous le procurer facilement. Voilà, merci Jérémy, merci Bernard, et puis à très bientôt pour un prochain numéro de Géochronique, je l'espère. À bientôt, au revoir. Effectivement, au revoir à tout le monde.